Bien le bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Bogey to Phoenix en 2024. Je suis ravi déjà de vous accueillir en cette nouvelle année. Aujourd'hui, on va donc traiter un sujet un petit peu différent parce que déjà c'est l'hiver. On n'a pas l'occasion de jouer tout le temps au golf. Bon, je pense que si tu as lu le titre, tu sais de quoi on parle, de l'aspect mental lié au golf. Donc aujourd'hui, j'arrive avec cette vidéo intitulée Golf et mental. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que je vous ai demandé il y a quelques temps sur Instagram, pour ceux qui l'ont vu, également ici sur le feed de cette chaîne, de me poser le maximum de questions que vous auriez qui sont liées à l'aspect mental lorsque l'on joue au golf. Le but étant de les traiter non pas tout seul, mais avec une personne extrêmement compétente dans le domaine. Il s'agit d'une neuropsychologue spécialisée dans le domaine du golf qui est absolument adorable. On a passé vraiment une journée sympa, on s'est mangé une petite fondue et après on a été faire cette interview chez Côté Maison. Faut savoir que c'est un petit magasin situé à Vesna où tu peux venir boire un petit café, boire un verre de vin en fin d'après-midi et également de voir les créations de plein d'artistes avec qui le magasin collabore. Je te mettrai l'adresse là si jamais tu as envie de faire un tour. Donc sans plus attendre, on va sauter tout de suite dans le début de cette vidéo avec l'arrivée de Delphine pour qu'elle nous parle un peu d'elle, mais aussi qu'on réponde évidemment à vos questions. À toutes. Bon voilà, comme je vous l'ai dit avant, dans l'intro de la vidéo, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être ici avec Delphine. Delphine, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on a justement le plaisir d'accueillir Delphine. Delphine qui est neuropsychologue, mais avant d'être neuropsychologue, elle est surtout joueuse de golf et c'est pour ça que j'ai réellement souhaité faire venir quelqu'un, ma première intervenante dans cette vidéo, qui sera peut-être une série de multiples vidéos, on ne sait pas encore. Mais Delphine est joueuse de golf et je trouvais justement très intéressant le fait de faire intervenir quelqu'un qui joue. Car évidemment, on peut être neuropsy, je pense, oui, sans connaître le sport de la personne. Toi, justement, qui es joueuse de golf et passionnée comme nous, eh ben, tu as justement un attrait particulier avec ce jeu et tu connais à quel point c'est difficile. Exactement. Moi, j'ai fait le choix de justement me spécialiser que pour les golfeurs et les golfeuses parce que justement, je pense que je peux davantage comprendre et partager cette passion et cette addiction pour ce sport. Ce qui est drôle, c'est qu'avec Delphine, on s'est rencontrés où? Via Instagram? Ouais. C'est ça? Exactement. Je crois que c'est moi qui t'avais envoyé un message. C'est possible. Je crois que j'avais vu que Delphine jouait à Evian. Un jour, je me suis dit, mais tiens, elle poste pas mal de stories, pas mal de vidéos. Pourquoi ne pas essayer de créer du contenu avec Delphine? Et c'est que après coup que j'ai compris qu'elle avait lancé sa propre activité, dont elle va nous parler dans un petit instant. Et voilà, au final, on s'est croisés un de ces quatre à l'Amundi Evian Championship. Exactement. On a échangé brièvement et nous voilà aujourd'hui ensemble pour débattre sur ce sujet très intéressant qui est le mental et le golf. Le but de la journée, je vous l'ai déjà dit dans l'intro, mais ça va être de répondre à vos questions. Vos questions, j'ai un blanc. Tu voulais dire quoi? J'ai retrouvé ces questions que vous nous avez posées durant cette dernière semaine. D'ailleurs, je vous remercie tous de l'avoir fait. Vous avez été très appréciables dans vos requêtes. Delphine ne connaît pas les questions. Non. J'avoue que c'est à la fois stressant et excitant parce que du coup j'ai hâte de les découvrir mais j'ai pas pu me préparer en fait, c'est ça. Et donc, tu le sens bien? Ce sera le meilleur moyen de pouvoir faire preuve de spontanéité et puis ça change justement. C'est un exercice difficile mais je suis prête à relever le défi. C'était justement le but de la mettre un peu à l'épreuve parce qu'elle est très à l'aise. Hein. Elle doit être rouge comme une tomate mais on s'en fout. Voilà, le but c'est justement de répondre à vos questions de la manière la plus spontanée possible. On va essayer d'être le plus concis possible également. Soufflons un coup. Voilà, donc pour les gens qui te connaissent pas encore Delphine, comme j'ai dit avant, elle est neuropsychologue, joueuse de golf. Est-ce que tu pourrais nous faire un bref descriptif de quel est ton métier, pourquoi peut-être tu as choisi cette voie et pourquoi tu as décidé de te tourner vers le golf pour ton concept, idée, projet qui s'appelle Neuropsy Golf. Petit logo qui apparaît par ici et tous les détails dans la description. Vous n'hésitez pas à contacter Delphine évidemment si vous avez besoin de coaching mental d'un point de vue neuropsychologique. Est-ce que c'est juste? Je vais essayer de faire court. Hein. Oh mon Dieu, mon pauvre, t'es vraiment pas pressé? Le montage fera tout. Ok, du coup je sais plus où j'en étais. Eh ben, c'est nul. Ça démarrait bien en plus. C'est nul. Le premier leitmotiv, si tu veux, c'était vraiment ça quand même. C'était parce que de nature, je suis très altruiste, très tournée vers les autres. Et du coup, ce métier-là, si tu veux, ça répondait à mes attentes. Et de mon côté un peu scientifique, découverte et compréhension, comprendre le fonctionnement du cerveau, ce monde fascinant justement de tout ce qui concerne l'intelligence, les capacités cognitives et tout ça. Donc déjà, j'ai été fascinée par cette discipline. En plus, il y avait un côté scientifique et rigoureux que j'aime beaucoup. Et puis le côté altruiste, de vouloir aider les autres, d'être sensible aux autres et de pouvoir avoir la satisfaction d'avoir pu aider quelqu'un, de guider quelqu'un à mieux se comprendre, à s'épanouir au quotidien. Bon, pour moi, c'est une des plus belles missions en fait de mon métier. Si je peux justement aider quelqu'un à aller mieux, j'ai tout gagné quoi. Souvent, à la fin d'une journée de travail où je suis épuisée parce que j'ai enchaîné 10, 12 consultations, je me dis en même temps, tous ces gens-là, ils sont repartis avec le sourire. Alors évidemment, ça marche pas tout le temps, mais quand c'est ça,
quand ils repartent avec le sourire et qu'ils vont mieux aujourd'hui qu'hier, bah là, c'est tout gagné, quoi. Je suis épuisée, mais en fait, au fond de moi, je sais pas comment dire, c'est une description un peu étrange, mais une sensation tellement agréable. En fait, je me sens revigorée, quoi, un peu, tu vois, et j'ai eu vraiment la sensation d'être utile pour quelqu'un. Enfin, c'est vraiment un des plus beaux aspects de mon métier, d'être celle qui va donner la clé pour ton épanouissement personnel. La neuropsychologie, c'est quand même une branche des neurosciences et aussi de la psychologie. Quand tu es neuropsychologue, tu es psychologue spécialisé en neuropsychologie. Donc avant tout, tu es psychologue et ta spécialité, c'est la neuroscience et donc la neuropsychologie. Donc la neuropsychologie, c'est l'étude du fonctionnement cérébral. Pour faire cette étude-là, on utilise des tests psychométriques et neuropsychologiques. On réalise ce qu'on appelle des bilans neuropsychologiques. Donc, on fait passer des tests pour évaluer des fonctions cérébrales. Et dans ces fonctions cérébrales, on évalue tout ce qu'on appelle les fonctions cognitives, fonctions intellectuelles, émotionnelles et comportementales. Et la neuropsychologie, en fait, c'est l'étude de ces fonctionnements-là et de l'impact qu'elles ont sur le comportement. Les neuropsychologues, nos domaines de prédilection, si je peux dire, ça va être tout ce qui va concerner la cognition, donc le raisonnement, et plus spécifiquement toutes les fonctions attentionnelles et exécutives. Et aussi les fonctions mnésiques. On entend beaucoup parler de la neuropsychologie avec les problèmes de mémoire. Ça ne concerne pas mon concept forcément dans le golf, mais vu que la question c'était sur la neuropsy, j'essaie de couvrir un peu. Je pense que ça a été très bien couvert. Même. Mais voilà, bon après il y a encore plein de choses à te dire, mais on va peut-être pas parler de toute la neuropsy pendant 1000 ans. Non mais ça me paraît très concis. Hein. Delphine, toi tu as décidé en tant que neuropsychologue et récente joueuse de golf, tu as commencé il y a quoi 2 ans 2 ans, tu as dû être happée par le jeu comme nous tous. Complètement. C'est pire qu'une drogue. C'est une addiction, mais j'ai pas peur de le dire. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord, moi le premier. Hein. Et du coup, tu as donc décidé de lier ton métier, la neuropsychologie. Mais qu'est-ce qui t'a vraiment amené là-dessus, au-delà du fait de jouer simplement au golf? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui t'a dit, purée, mais il faut que je creuse dans ce domaine? Une personne, une rencontre, quelque chose? Exactement. Alors déjà, la rencontre tout simplement avec ce sport. Quand j'ai commencé mes premiers cours de golf, je me suis rendu compte après quand j'étais à l'entraînement ou même quand j'exécutais les mouvements du coup demandés par mon coach que j'utilisais et j'appliquais des stratégies que j'utilisais moi en séance de rééducation, notamment pour tout ce qui concerne les domaines de l'attention, la concentration, la gestion des émotions. Et encore plus quand j'ai commencé à faire mes premiers parcours, là je me suis rendu compte que vraiment il pouvait avoir plein de petites stratégies de neuropsychologie justement qu'on pouvait appliquer dans ce sport. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de mettre la neuropsychologie au service de ce jeu. Plus généralement, en fait, quand j'ai observé ce sport avec mon regard un peu neuropsy, je me suis rendu compte que ça sollicitait énormément de fonctions cérébrales et notamment tout le domaine des fonctions attentionnelles et ce qu'on appelle des fonctions exécutives. Voilà, je me suis dit clairement la neuropsy, ça me semble tellement évident le lien qu'il y a entre la neuropsy et ce sport. Peut-être aussi un peu des rencontres parce que avec mes différents coachs ou partenaires de jeu ou même des golfeurs ou des employés des golfs où je travaillais quand j'échangeais sur mon métier, ma façon de découvrir ce sport. Si tu veux, on m'a souvent dit t'observes vraiment bien. Enfin, on m'a fait un peu des allusions comme ça sur des choses que je me rendais pas compte en fait, et je me suis dit mais en fait c'est mon œil un peu de neuropsy et ma façon d'observer les gens et le monde. On a dit que j'étais jeune golfeuse, mais je suis vieille neuropsy, donc ça fait un moment que j'observe les gens et je pense que du coup mon regard un peu, ma qualité peut-être d'observatrice me permettait aussi d'apporter des choses en plus. Et je me suis dit voilà, c'est trop dommage de le garder pour moi. Et puis comment ne pas saisir l'occasion de pouvoir te créer un métier, ton métier de rêve qui rassemble tes deux passions. Je me suis dit écoute, là t'as une idée, lance-la. Écoute, au pire elle ne marche pas, tant pis, t'auras essayé. Et dans le meilleur des cas, tu vas te régaler parce que clairement quand je suis avec mes joueurs et mes joueuses sur un green, mais j'ai juste l'impression de tout sauf de travailler. Merci en tout cas pour cette présentation à la fois de ton métier, de ton concept. À moins que tu veuilles rajouter quelque chose au concept neuropsy golf. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà, c'est une idée qui est née comme ça dans mon esprit et j'ai eu envie de lui donner vie. Je te propose qu'on passe enfin aux questions des abonnés. Allez Donc je vous le rappelle, Delphine ne connaît pas les questions, elle les a jamais lues, jamais entendues. Une question, 1 minute. Arrête! Message vocaux d'Insta. Qui a fait ce concept d'1 minute en message vocal? Ah, moi, j'arrive pas. Je sais. De toute manière, et vous le savez très bien, il n'y a rien qui sera en one shot. Let's go! Let's go! Les questions. Comment est-ce que la neuropsychologie peut-elle donc aider à améliorer les compétences mentales liées au golf? Moi, en tant que neuropsychologue, ce qui me passionne le plus,
c'est d'évaluer le fonctionnement cérébral avec un grand C, mais en tout cas le fonctionnement cognitif et émotionnel d'une personne pour l'aider à mieux se comprendre. Si tu te comprends davantage et si tu te comprends bien, même si tu arrives à cerner plus ton fonctionnement cérébral et que via ces résultats, je t'éclaire aussi un peu sur le type de fonctionnement que ça engendre et que du coup je donne des réponses à est-ce que du coup c'est peut-être un peu normal que tu sois un peu plus anxieux, plus sensible selon le profil qu'on identifie. Je te donne des clés pour mieux te comprendre. Si tu te comprends mieux, tu es de toute façon immédiatement beaucoup plus épanoui. Pour moi en fait, si je t'aide à être qui tu es sur un green et un fairway, c'est là où du coup tu seras pleinement efficace. Si tu es en phase avec qui tu es et si tu acceptes qui tu es et que tu comprends qui tu es, c'est là où tu es le meilleur en fait. Pour être absolument le plus à l'aise et le meilleur, il faut être en phase avec qui tu es, il faut savoir et il faut avoir compris comment tu fonctionnes et comment tu réagis et interagis. En fait, moi, ce qui me passionne, c'est aussi de te comprendre en tant que joueur, joueuse, et puis ça va plus loin en tant que personne. Voilà, vraiment, c'est ça, de te donner les clés pour te permettre, toi, de devenir le joueur et la joueuse que tu souhaites, et puis de mettre tout ça au service de ton jeu. Avec tes propres moyens. Voilà, c'est pas moi qui vais le faire, c'est juste que moi, je suis dans une forme d'accompagnement. Après, c'est un travail d'équipe. Je t'aide à identifier les choses, et puis voilà, ça, c'est vraiment ce que j'aime. Quand tu te prépares à jouer, quelles sont là où les premières pensées qui te viennent à l'esprit quand tu t'apprêtes à commencer une partie? C'est purement en tant que joueur, là, cette question. Je pense que si je veux être tout à fait honnête et transparente, j'ai peut-être des pensées différentes quand c'est en amical ou en compétition. Si on donne priorité à la notion de plaisir, c'est forcément de toute façon mieux. Oui, en plus, du coup, nous, à notre niveau, en tant que joueur amateur, on joue pas notre vie. La pression n'est pas du tout la même. Par contre, qui rend ce sport addictif, c'est que au fond de nous, quand même, si on veut être tout à fait transparent, je pense qu'on a quand même des attentes, même si on dit qu'on n'en a pas. Moi, je sais qu'en plus, vu que c'est encore le développement de mon golf, je progresse de jour en jour, même si je dois pas penser technique sur le parcours et j'essaye de m'efforcer à pas le faire. Je commence à être sur mes premiers breaks 90, donc je pense que j'y pense quand même un peu. Mais je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pensée, ça dépend dans l'attitude dans laquelle tu veux te mettre. C'est aussi des exercices qu'on fait avec mes joueurs. Est-ce que là, du coup, vous partez sur un parcours où le but, ça va être un score négatif, ou est-ce que du coup le score on l'occulte complètement et le but ça va être d'exécuter des coups parfaits, ou est-ce que ce qui va compter aujourd'hui c'est le résultat de la balle et pas l'exécution du coup, ça dépend de l'attente et de chacun. Moi dans tous les cas, de toute façon j'ai dit que c'était une passion, donc je pense que voilà, à chaque fois que moi je suis à un tee shot et que je commence un 18 trous, c'est forcément du plaisir parce que c'est un moment juste incroyable. On vient de parler de ce qui se passe avant une partie. Dans nos pensées, Toi, qu'est-ce que tu aurais comme conseil? La question, je te la lis littéralement, c'est comment gérer la pression et le stress lorsqu'on se trouve sur le premier tee en début de partie / tournoi? Comment est-ce qu'on ressent la pression et le stress? Ça, c'est une autre question que je te pose. Est-ce que tu sais comment on peut identifier physiologiquement une manifestation de stress ou de pression? Ça pourrait être des aspects physiques, je sais pas, t'arrives, tu c'est ça que je te demande. trembles. Donc tu identifies qu'il y a un tremblement, accélération de ton rythme cardiaque, une respiration qui est moins contrôlée que d'habitude. Ouais, exactement. Une forme de sudation, donc les mains moites, qui peut être très gênant aussi sur le. Ah ouais, alors là, on est mal barré. La tenue du grip. Donc en fait, déjà le stress et donc la pression, en tout cas le stress et l'anxiété engendrée par cette situation-là, a des répercussions physiologiquement sur notre corps. Est-ce que, donc deuxième question, quelle est la seule chose qu'on peut maîtriser sur notre corps en fait? Tu peux maîtriser ta respiration, par exemple. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux faire justement au T1, en tout cas à l'avant compète? Ce que tu peux contrôler. Ça, c'est une idée clé quand même qu'il faut garder en tête quand on fait de la prépa mentale. Il va falloir différencier déjà ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas contrôler. Notre seul pouvoir d'action va être sur ce que tu peux contrôler. Ce que tu peux contrôler physiologiquement, c'est ta respiration. Et la respiration, c'est la clé, c'est la base. Du moment qu'on va avoir un effet sur la respiration, retrouver une respiration plus calme et posée va avoir un effet direct sur le rythme cardiaque. Donc, ça va ralentir le rythme cardiaque. Ça va avoir des répercussions sur tous les autres signes physiologiques qu'on vient d'énumérer. Donc, ce que je peux conseiller, c'est de faire un exercice de respiration pour pouvoir rediminuer un peu ce rythme cardiaque et cette pression et redescendre un peu cet effet de stress. Surtout qu'en plus, la respiration, si on arrive à la recaler correctement et qu'on diminue tous ces aspects physiologiques liés au stress, on va retrouver du relâchement dans le corps. Qu'est-ce qui fait que le tee shot, le premier souvent, il est dur? C'est que si on reste sous pression et que du coup on a une forme de contracture et qu'on n'est plus dans le relâchement, le swing il est plus exécuté comme on devrait le faire. Souvent en plus la plupart du temps c'est direct un coup de drive. Donc un coup de drive sans relâchement, c'est dur, à part si on a un certain niveau qu'on arrive à le faire en étant tenu. Juste se dire allez, il faut que je me relâche, tout ça, ça marche pas. Enfin, la méthode Coué, je vais bien, tout va bien, ça va 5 minutes. Mais par contre, avoir un pouvoir actif en voulant contrôler ta respiration pour après te dire, voilà, ça va diminuer progressivement, ça, je pense que c'est la clé. Orienter ton attention et tes pensées sur une chose précise, ça engendre aussi un peu ce qu'on appelle une forme de blocage des pensées, blocage attentionnel, c'est que tu orientes ton cerveau vers ça, donc tu penses à ça. Ce que c'est impossible
possible de dire « Ok, je vais pas penser au stress ». Quand vous dites « je vais pas penser au stress », vous pensez au stress en fait. Le cerveau ne comprend pas la négation. Tu vois de l'eau, tu penses, t'es mort. Moi, justement, je dis « Ok, on a vu l'eau. Moi, je veux qu'on voit l'eau. Ok, j'ai identifié l'obstacle. Donc, je choisis moi de réorienter mon attention. Ouais. Faire face à l'obstacle, c'est aussi dire que du coup, tu as un contrôle sur lui. Ok, j'ai vu qu'il était là. Du coup, stratégie. Est-ce que je me mets avant? Est-ce que je me mets après? Est-ce que j'ai la capacité à aller après? Ouais, Et soit on appelle ça marger pour limiter l'erreur, ou alors carrément, où est-ce que je peux faire tomber la balle? Moi, je suis plutôt dans une démarche positive, donc j'ai pas envie de te dire, ok, tu peux aller là-bas pour te rater. Après, c'est ça aussi. Il faut aussi faire preuve d'anticipation, de planification. Ouais. Est-ce que le coup d'après, il est dans mes cordes? Ça fait partie de ce qu'on appelle la planification. Être capable de justement déterminer une série d'actions pour arriver à un but. Qu'est-ce que ça veut dire pour un golfeur? Être capable de déterminer un petit peu, même si on peut pas être devin sur le résultat de la balle. Ok, là je suis sur un recovery. Si je me mets plutôt là, est-ce que le coup d'après je l'ai? Oui, non. Et si je me mets plutôt là, est-ce que le coup d'après je l'ai? Et avec ça aussi, il y a tout ce qu'on appelle la flexibilité mentale, pardon. Et du coup, ça, c'est une autre partie des fonctions exécutives. C'est pour ça que je te dis, la neuropsy, elle est tout le temps dans le golf. Faudrait-il avoir une routine mentale pré-compète ou pré-round qui est toujours la même? La réponse, elle est plus ou moins dans la question. La psy à deux balles, tu sais, qui répond par une question à une autre question. Bref. Quand on entend le mot routine, ça veut dire qu'elle est tout le temps pareille. On n'a pas forcément la même routine selon le secteur de jeu. Après, si elle doit être pareille pré-compète ou pré-amicale, hein. Si on prend la question à l'envers, c'est là où encore la neuropsie est tordue, ça doit dire que j'ai une routine pour quand je suis en partie amicale et quand j'arrive en compétition, j'ai plus la même. Mais mon corps, il n'est pas entraîné à ça. Ma mémoire procédurale, ça va plus marcher. Ma mémoire aussi gestuelle, plus émotionnelle. Je pense que c'est une erreur de faire la différence parce que ça veut dire que du coup, quand tu t'entraînes, tu reproduis pas ce que tu fais en compète. À quel moment aussi est-ce que tu te sens plus à l'aise dans un sport? C'est quand tu commences à maîtriser le geste et à maîtriser ton attitude dans ce sport-là. Encore plus le golf ou le tennis, par exemple, quand tu exécutes un service, la recherche du sportif, c'est de refaire à chaque fois exactement le même geste. Ouais. Si tu te remets au maximum dans les mêmes conditions et que du coup ta routine, tu fais tout le temps la même, tu ancres à chaque fois cette mémorisation de gestes, d'attitudes. Plus tu le répètes, plus tu deviens expert. Donc non, pour moi, il faut que ce soit la même en partie amicale et en compétition. Une routine, c'est une routine, c'est ça? Bah, la routine, il y a un autre effet, il y a plein d'effets très positifs. Mais le fait de caler la routine, tu maîtrises aussi. C'est pareil, on revient à la même chose. La routine, tu peux la contrôler. C'est toi qui décides de comment tu vas faire. Absolument, ouais. Et tu mets dedans tout ce que tu as besoin pour exécuter le signe comme tu veux. En fait, contrôler et avoir des points de repère comme ça réduit l'anxiété. Est-ce que tu aurais un tips à donner en cas de mauvais début de partie pour revenir mentalement et rester concentré sur le reste du parcours? C'est vrai que souvent, c'est quelque chose que j'observe. C'est le réflexe. En fait, le début de ta partie est un peu le baromètre. J'appelle ça comme ça, tu vois, un peu le baromètre de la suite de ta partie. Si tu prends ce risque-là, justement, le moment où le début de partie se passe mal, bah, du coup, t'es vraiment pas bien pour la suite. Ouais, c'est clair. Comment faire pour mettre à distance un mauvais coup, une déception, un coup raté, une pensée négative, hein, même qui peut faire éruption dans ta partie sans que ce soit lié à ta partie. Il y a un exercice que vous pouvez essayer facilement, c'est essayer de visualiser comme une forme de ciel. Et puis la mauvaise pensée, vous la mettez dans un nuage vraiment noir avec des éclairs. Ou tu vois, l'idée c'est vraiment que c'est genre une mauvaise météo. L'idée c'est d'après de te recentrer, donc soit en fermant les yeux, soit si tu arrives à le visualiser sans les yeux fermés. Mais le but, ce que tu vas atteindre, c'est un ciel bleu, une forme de plénitude, en tout cas d'instant présent, sans que tu sois perturbé par ces mauvaises pensées. Donc mettre à distance ce mauvais coup ou cet échec dans ce nuage vraiment tout gris avec des orages et que tu fais disparaître avec un coup de vent ou je sais pas, tu te fais un peu l'histoire que tu veux, mais vraiment tu le distances. Je veux pas que tu sois dans le déni. Et ce coup-là, alors si tu as un coach, tu le retiens et même tu peux le noter sur un carnet quand il y a des gens qui ont quoi écrire. Tu notes justement cette mauvaise pensée et tu en reparleras et tu vas débriefer avec ton coach plus tard. Si tu sais que tu vas revenir dessus, ok, je le traiterai mais plus tard. Ok, donc tu penses que c'est important de le noter, ça le peut noter être, ou de le mettre à distance dans un nuage, voilà. Ouais. L'idée c'est que tu arrives à le mettre à distance, mais sans vouloir être dans le déni. Toujours pareil, comme tout à l'heure je te disais, si tu penses à dire faut que j'arrête d'y penser, faut pas que j'y pense, tu vas bloquer dessus en fait. Mais juste si tu sais que tu débrieferas plus tard, bon tu reviendras dessus, puis du coup ce mauvais coup tu le referas pas la prochaine fois. Mais de toute façon là tout de suite maintenant c'est plus le moment d'y penser. Ouais. Sauf que tu peux pas te dire arrête d'y penser ou allez il faut plus qu'on y pense. Si tu visualises un peu la mise à distance, ça schématise et de nouveau tu prends le contrôle sur cette pensée. Ouais absolument. Du coup là je crois que tu as répondu à 3 questions, tu voire vois, même c'est pour 4. ça, c'est plus qu'une minute, même mais 4 je fais du 4 en 1. parce que la prochaine question c'était dans la même lignée.
Que fait-on après un trou catastrophe où c'est vraiment le désastre? Pareil, Éviter ça que peut ça être le affecte le même, reste du jeu. le même Même tips. schéma, vous avez compris. Tant que la partie n'est pas finie, rien n'est joué. C'est tellement juste, c'est tellement juste. Et elle a même répondu à cette question-ci. J'ai oublié qui l'avait posée. Quand ça se passe mal, c'est peut-être un poil différent. Quand ça se passe mal, est-ce que c'est mieux de te reconcentrer à fond dans ta tête en te refaisant peut-être toutes tes bases ou vraiment faire le vide et penser à autre chose? Est-ce que c'est possible de penser à rien? C'est impossible. Par contre, en te recentrant justement sur les bases, ça t'aide à refocaliser ton attention et à te mettre à distance de ce qui s'est mal passé avant. Très bonne stratégie. Et en fait, il faut trouver ta stratégie qui fera que du coup, tu arrives à te recentrer sur l'instant présent. T'as vu, on s'améliore dans la... Franchement, là, je pense que j'ai répondu en moins de 30 secondes. Là, c'est bon, là, énorme. 1 minute, une question, mais tu n'avais même pas pensé que je pourrais être capable de faire 4 questions en un. Enchaînons. Allez, Et ça, je sais, c'est un pote qui m'a posé la question parce que j'en ai parlé avec lui sur le parcours dénonce-le, dernièrement. vas-y. Non, je rigole. Entre deux coups, limite, je peux te poser la question à toi. À quoi tu penses entre deux coups, toi? Est-ce que tu penses à ce que tu vas jouer ou alors tu mets de côté le côté golf, t'abandonnes l'idée que tu vas jouer ton prochain coup et tu vas te concentrer dessus quand tu y arriveras? Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai fait une vidéo la dernière fois où j'expliquais comme quoi, sur 4 heures de jeu, tu te concentres que 36 minutes pour un gars qui joue 72 coups, donc Voilà. scratch. Sur 4 heures. Quoi, Sur en fait. 4 heures et 45 minutes pour quelqu'un qui joue 90. Les entre-coups, c'est des longs moments. Si tu as besoin de penser au prochain coup pour être justement dans ta forme de contrôle, ou si déjà c'est comme une pré-routine que tu es déjà en train de penser. Alors oui, l'idée aussi, les entre-coups, tu peux surtout t'en servir pour penser à t'hydrater, chose qu'on ne fait pas assez souvent et qui est indispensable pour la lucidité. Un cerveau pas suffisamment hydraté va pas prendre des décisions pertinentes. En tout cas, tu auras plus de risques d'erreur. Buvez et de l'eau, un peu de la bière. On la connaît, la fiole à birdie. Manger aussi. Pareil. Après, tu peux aussi te servir de ce moment-là pour justement te couper du jeu si tu as besoin. Il y a des joueurs qui te décrivent le fait et qui ont avec leur caddie des petits rituels. Tu as des grands joueurs internationaux qui, avec leur caddie, entre coups, veulent raconter une blague. Je me rappelle pas quel joueur c'était, donc je vais pas citer pour pas faire d'erreur, mais il y a des joueurs qui font des calculs de maths. Il y en a qui essayent d'avoir une forme d'échappatoire. Après, voilà, c'est qu'est-ce qui te sert et qu'est-ce qui te dessert en fait. Si tu as un caddie, ok, on en parle, j'ai besoin d'évacuer. Ouais. Comme ça, quand j'arrive au prochain, ok, on a traité l'affaire. Alors moi, pour répondre, vu que tu m'avais aussi posé la question personnellement, j'essaie de rester dans l'instant présent, comme je sais, vu que c'est souvent vraiment du plaisir à mon niveau. Bah, tu parlais de Chamonix où tu regardais le ciel. C'est donc, ça, je par regardais exemple. le paysage parce que c'était juste incroyable. Ouais. Déjà, je kiffe le moment d'être là. Les golfs, c'est toujours des cadres absolument magnifiques. Après, j'essaie de mettre à distance. Par exemple, quand moi, je fais une partie et que je veux faire ma partie bien et être dedans, par exemple, mon téléphone est coupé les 4 heures de temps. Donc, je regarde pas, à part si je sais que pour une raison personnelle ou professionnelle, voilà, je vais checker et je profite du moment des joueurs avec qui je suis. Passer un bon moment, c'est l'essentiel. 4 heures, en fait, c'est aussi pour ça que le golf, en tout cas moi, c'est aussi passionnant et addictif. C'est un moment où, en fait, si t'es pas en train de penser exactement à ce que tu es en train de faire, tu le fais pas correctement. Au golf, si tu dis « Oh là là, mais il faut que je me dépêche de finir parce qu'après, j'ai tout ça à finir pour le boulot, tout ça », enfin, tu kiffes plus la fin de ta partie et tu joues pas très bien. D'après toi, en cas de rivalité amicale pendant une partie, alors ça, nous, on connaît. Hein. C'est encore un copain à toi qui a posé la question Je rigole. En cas de rivalité amicale pendant une partie, comment tu maintiendrais une attitude positive pour éviter justement que ça devienne trop compétitif? Je sais pas si tu sens qu'il y a trop de pression parce que tu sens qu'il va jouer mieux que toi ou vice-versa. Te dire que la compète, tu la mènes pas contre lui ou contre elle, tu la mènes contre le parcours. Là, on a fait le plus concis possible. Non, puis en plus, je me dis, c'est ça, tu ne bats contre personne. Ouais. Même pas contre toi, parce que la compétition contre toi, c'est dur aussi. Hein. Tu fais plus preuve de bienveillance, plus du tout, parce que c'est toi envers toi. Tu te bats contre le parcours. Et du coup, est-ce que tu pourrais reprendre cette même réponse pour la question qui suit, c'est comment gérer ta frustration lors de situations exceptionnelles? Je t'en dis une, c'est par exemple, tu tapes une balle, tout le monde la voit atterrir, t'arrives, tu la trouves pas, personne la trouve. Ça m'est arrivé tellement de fois. Ça m'est arrivé aussi avec des joueurs en tournoi. Ça, c'est dur, ouais. Et tu dois accepter le fait que le parcours, il t'ait quand tu la retrouves fait pas, une crasse. Oui, alors tu peux dire ça. De toute façon, alors forcément, la frustration, elle est énorme. Parce que du coup, tu te prends une pénalité pour rien. C'est frustrant, mais toujours avoir une forme d'humilité. Le golf, c'est un sport qui te demande de l'humilité. Là, clairement, la chance était contre toi parce qu'on n'a pas retrouvé la balle. Mais à un autre moment, tu peux avoir un kick. Ta balle, elle finit fairway alors qu'elle était juste plein sapin. Et puis du coup, voilà. Là, t'as manqué de chance, mais il y a un autre moment où le parcours, il va t'aider, en fait. Là, il est contre toi. Mais il y a un autre moment, la chance, elle sera avec toi, en fait. Clairement, il y a un moment, c'est la frustration quand c'est toi qui a été défaillant, elle est légitime, entre guillemets, parce que tu vas pouvoir corriger ça la prochaine fois. Là, le fait qu'on retrouve pas la balle parce que le kick, il était pas au bon endroit. Bon, de toute façon, le résultat est là. Et à un autre moment, c'est ce que je te dis, la chance, elle pourra être avec toi. Donc, fais preuve d'humilité et dis-toi, bon, là, ça va pas tourner en ma faveur, mais
ça va finir par tomber. Il faut être patient au golf. Et sur un parcours, il faut être patient. C'est pas tomber maintenant, mais ça tombera peut-être au trou d'après. La patience, c'est pas le fort de tous, hein. On a cramé la lampe. Il y a une lampe qui a lâché, ouais. Donc, quelles sont les meilleures pratiques mentales pour rester concentré tout au long d'une partie qui dure plusieurs heures? Ça, on a un peu couvert. La concentration, ça se travaille. Pour ça, déjà, il faut identifier quelles sont tes capacités dans ce domaine-là. Éventuellement, si tu as des faiblesses et dans quelle situation de concentration tu as des faiblesses, parce que le domaine de l'attention, il est partagé dans plusieurs situations. Il y a la concentration sur l'attention qu'on dit soutenue. L'attention soutenue, ça veut dire maintenir un niveau de concentration sur la durée. L'attention sélective, qu'elle soit visuelle ou auditive, donc maintenir un niveau de concentration pour être attentif à un stimulus visuel ou auditif, mais sur une courte durée. La capacité d'alerte, parce que tu es capable de réagir efficacement et de manière stable sur une tâche de courte durée. L'attention divisée, parce que tu es capable de partager ton attention sur deux choses. Donc en fait, tu vois, et encore, je ne les ai pas toutes listées, il y a plusieurs capacités attentionnelles précises. C'est pour ça que quand tu fais un bilan, tu peux identifier un peu toutes ces compétences et du coup identifier éventuellement le domaine dans lequel tu as des défaillances pour comprendre pourquoi sur le parcours ça ne tient pas. Et après, t'octroyer aussi des moments de pause. On n'est pas des robots, la concentration, on ne peut pas la maintenir pendant des heures. Même sur une journée de travail, il faut pouvoir s'octroyer des moments de pause pour souffler. Et c'est pour ça que les intercoups peuvent être aussi des moments de relâche au niveau attentionnel. Voilà, maintenir ta concentration pendant 4h30, je veux dire, à un moment, ça va être compliqué. Ouais, tu peux pas être alerte pendant 4 heures. Tu vas être fatigable. Donc toi, tu préconises de trouver un peu quand même certains moments d'échappatoire, quoi, et de relaxation. Que ça soit un exercice de respiration, parler d'autres choses, manger, boire. Voilà, c'est un moment où tu es off en termes de concentration. Tu n'es pas encore... Et t'entraîner aussi physiquement. La question, c'est ça, comment faire pour tenir. La capacité physique, la prépa physique, elle est aussi primordiale dans ta prépa mentale. Pour deux choses. Avoir physiquement suffisamment de force, en tout cas de compétences, ça va t'aider à tenir aussi la concentration. Avoir une concentration élevée comme ça pendant un sport qui te sollicite ta concentration pendant 4 heures. Alors même si on a vu que c'était pas pile poil 4 heures intenses, mais voilà. C'est quand même 4 heures, 4-5 heures de jeu où tu es pleinement dedans. Ça consomme beaucoup de ressources énergétiques. Donc la nutrition, elle a un apport essentiel et ça consomme de l'énergie. Cette énergie-là, il faut que tu en aies suffisamment. Enfin, physiquement, ça te fatigue. Quand tu fais de la répétition et du renfort, tu maintiens aussi le mental, parce que tenir quand tu fais, 20 squats, à la fin tu tiens au mental. Donc tu t'entraînes un peu dans les deux, tu vois. Et ils ont besoin l'un de l'autre en fait. Et ça, je l'ai dit dans ma dernière vidéo aussi. Comment surmonter la déception après une partie décevante et se préparer mentalement pour la prochaine? Prendre le temps de digérer déjà. Non, alors déjà faire une pause. Si vraiment la frustration, l'émotion elle est trop intense, dans tous les cas en fait, il faut pas vouloir refouler l'émotion. Il faut l'accepter, il faut l'accueillir comme elle vient, voilà. Si pour l'instant t'as pas envie d'en parler, t'en parles pas. Tu prends ton temps pour être tout seul, voilà. En tout cas moi c'est mon état d'esprit. Si tu veux rendre cette déception pertinente et efficace justement pour le jeu du lendemain, et la confronter. Donc débriefer, en reparler, analyser, comprendre pour pouvoir pas reproduire les mêmes erreurs le lendemain. Transformer positivement cet échec, remoduler ton attitude pour le lendemain, prendre conscience des nouvelles contraintes de ce parcours que peut-être que t'avais pas pris conscience qu'il y avait autant de telle et telle chose sur le terrain, ou je sais pas, mais voilà, analyser, débriefer. Faire face, en fait, quand tu fais face, après tu es dans le contrôle et tu arrives à en tirer du positif et être plus armé pour demain. Mais pas vouloir en faire face tout de suite. Si après le parcours ça va pas, prends le temps pour digérer. S'il faut, si tu dois aller courir pour évacuer, taper dans un punching ball, aller faire de la presse, t'enchaîner 14 squats, prendre une douche, boire un verre avec un copain, prends ce moment de pause et reviens à distance. Cherche pas à être dans le déni, à dire ah c'est bon, allez, on passe à autre chose, demain ce sera un autre jour. Avant qu'on soit à demain, comprends pourquoi aujourd'hui c'était pas bon. Je pense que ça peut en aider plus d'un d'entre nous. Si tu m'as dans les parages, ce passage-là il est inévitable. Tu veux pas qu'on en parle tout de suite? Très bien, on en parlera dans 2 heures. Eh ben, je crois qu'il y en a qui va y passer prochainement. On prépare ça pour la nouvelle année quand même. Hein. Est-ce que tu arrives toi-même à appliquer ce que tu enseignes? J'essaye au maximum. Quand je partage des parties avec des joueurs qui apprennent que je suis coach mental, souvent on veut me mettre au défi. Donc on me met une pression en plus. Bon, c'est bon enfant, mais je dis souvent, alors c'est peut-être une réponse pour me protéger, mais les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ça veut pas dire que je suis défaillante sur l'aspect mental, mais je suis comme tout le monde. En fait, j'ai aussi mes limites. J'ai pas forcément justement cette personne-là qui va avoir ce recul extérieur et cette observation sur mon jeu. C'est ce que je te disais tout à l'heure quand on discutait. Quand je joue, j'élabore aussi des exercices. Quand un joueur me donne une problématique, quand moi je vais sur le terrain, justement j'essaye de dire ok, alors il m'a dit tel et tel problème, comment est-ce que je peux l'aider? Et du coup sur le terrain, moi dans une partie à moi, j'essaye de voir ce que je peux appliquer, ou alors je teste sur moi un peu les exercices en fait. Voilà, j'essaye de le faire pour vivre vraiment de l'intérieur ça. C'est pour ça que je te disais que je me sentirais pas de coacher un autre sportif, en tout cas un sport que je ne pratique pas, parce que je pense que avoir les pieds sur le terrain, ça m'aide aussi à réaliser, à comprendre et à avoir cette capacité d'empathie et de me mettre à la place d'eux pour mieux réaliser, même si
quand je coach un joueur professionnel, le niveau est évidemment pas le même que moi. Voilà, je peux comprendre ce qu'il ressent à ce moment-là. Mais les attentes restent presque les mêmes, même à un niveau différent. C'est ça, chacun, ouais. Parce que même quand je vois que tous ces joueurs-là qui ont une maîtrise technique incroyable, finalement, ce sport-là reste en permanence, tout le temps exigeant. Même si tu as commencé à atteindre, alors tu n'atteins jamais la perfection, mais un swing vraiment très efficace, en tout cas presque parfait. Finalement, le golf reste encore hyper exigeant, même par rapport à ton propre niveau. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu joues contre le parcours et tu joues aussi contre toi. C'est aussi le principe avec ces règles de handicap finalement. Donc tu joues contre le parcours, contre toi, avec ton niveau et l'exigence qui est attendue par rapport à ton niveau. Donc que tu sois débutant ou professionnel, l'exigence, elle est toujours reste présente. La même en soi, ouais. Exactement. Et du coup, c'est sur ces belles notes que personnellement, je te remercie infiniment. Merci à toi, vraiment. Je suis en tout cas enchantée et honorée d'avoir été ta première invitée. C'est moi qui suis honoré. C'est avec grand plaisir que je referai l'exercice. Je te dis encore merci. Mais non, merci à toi. Vraiment, c'était super. On n'a malheureusement pas filmé les remerciements. En fait, si, on l'a fait, mais je crois que ma carte mémoire était pleine. On s'en est pas rendu compte parce que c'était un fichier vidéo qui faisait une dizaine de minutes. Ça a coupé, on n'a pas de tout. Mais voilà, évidemment, je remercie infiniment Delphine pour sa disponibilité ainsi que sa gentillesse et son implication dans ce projet. Franchement, j'espère que vous avez passé un bon moment à entendre les réponses à vos questions. Peut-être que vous avez même appris quelque chose. Peut-être que vous-même, vous allez vous poser la question si un coaching mental pourrait être intéressant pour vous, peu importe votre niveau. Pour ça, vous pouvez appeler Delphine et je vous mettrai également son contact dans la description. Encore un grand merci à Delphine d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Je pense que moi-même, je vais peut-être m'adonner à un petit test de coaching mental durant la nouvelle saison avec elle très certainement afin de voir si on arrive à travailler sur quelques petits problèmes que j'ai et dont je suis absolument conscient. En tout cas, si jamais il y aurait une question qui puisse vous passer par la tête, n'hésitez pas à commenter sur cette vidéo. Avec Delphine, on va lire tous les commentaires et répondre aussi bien que possible aux quelques questions potentiellement supplémentaires qui n'ont peut-être pas été traitées dans cette vidéo. On passe évidemment par le petit moment où je vous demande de vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas déjà fait. On va essayer de couvrir quelques sujets intéressants en cette nouvelle année, pas que du golf. Je trouve qu'il est intéressant de parler des choses qui se passent avant ou après le parcours, pas que pendant. C'est donc grâce à vous, à vos follow, à vos commentaires, à votre implication également, que ça me donne la motive de faire d'autres vidéos et vous les proposer dans le meilleur des délais. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je sais plus. En fait, c'était juste pour vous dire merci. À tout bientôt. Ciao.